Bonjour Amic Nissart et bienvenue sur le podcast Tonissa où on va analyser le match d'hier entre Lille et l'OGC Nice. Ce match catastrophique, ce match où on ne va pas dire que c'était un match, très concrètement. Donc voilà, je t'invite à t'abonner bien sûr à la page, activer la cloche si c'est pas déjà fait et de t'abonner aux différents réseaux sociaux que tu vas pouvoir voir sur la gauche de ton écran. Et j'en profite aussi pour te parler du partenariat avec Alura Shop où tu pourras bénéficier de 10% sur tout le site internet avec mon code promo TONISA10. Le lien sera dans la description. Allez, c'est parti, on va passer à l'analyse statistique. Donc, un podcast qui durera vraiment pas longtemps parce qu'il n'a pas grand-chose à dire. Au niveau de la possession de balles, tout simplement 55% pour Lille et 45% pour l'OGC Nice. Dans les duels remportés, 53% de duels remportés par le LOSC pour 47% pour l'OGC Nice. Et les duels aériens remportés, 64% pour le LOSC et 36% pour l'OGC Nice. C'est dire, c'est un duel sur trois qui a été raté. Enfin, c'est catastrophique quand même quand on voit ça. Un duel sur trois réussi pour l'OGC Nice sur les duels aériens. C'est dire si la maîtrise du match du côté des Lillois a été à tous les points de vue, que ce soit sur la possession, sur les duels remportés, les duels aériens notamment. On va après passer bien sûr au tir, hein, où je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, la maîtrise était totale sur tous les supports du côté lillois. Vraiment concentrés, impliqués. Ils étaient organisés. Et surtout, tu avais l'impression qu'ils jouaient face à une équipe non professionnelle, hein. C'était vraiment un match d'entraînement pour garder un petit peu la dynamique jusqu'à la fin du championnat pour pouvoir être champion de France. On va passer au niveau des tirs. Donc 12 tirs pour le LOSC, 0 pour le gym. 0 tir. Et 4 cadrés du coup pour le LOSC. Et ben, vu qu'on n'a pas fait de tir, ben, on a 0 tir cadré. Donc les gars, 0 tir. 0 tir. En 15 ans que Opta analyse les matchs de Ligue 1, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois. Donc nous et une autre équipe. Donc les gars, on se fait encore une fois, on se fait remarquer. Mais c'est une faute professionnelle. Zéro tir cadré, les gars. Zéro tir fait. C'est une faute professionnelle. Que ce soit par rapport aux attaquants, que ce soit par rapport au milieu de terrain. Parce que si on a fait zéro tir, c'est que le milieu de terrain n'a pas réussi à alimenter nos attaquants. C'est ça le problème, c'est que toute l'équipe a sombré hier soir. Toute l'équipe a sombré. Alors oui, la marche était vachement haute, évidemment. On en parlera par rapport à la composition d'Adrian Urcea. Bien sûr que la marche était trop haute, mais quand même, à quel moment cette saison, est-ce qu'il y a eu un seul match cette saison où il y a eu zéro tir fait par une équipe? Je ne crois pas. On est les premiers. Donc on se fait encore remarquer. On s'était déjà fait remarquer avant le match avec cette banderole qui avait été posée. Je ne reviendrai pas dessus. Je me suis fait assez insulter sur les réseaux sociaux parce que j'ai critiqué la BSN. En même temps, je vais te dire, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Et la liberté d'expression dans ma chaîne, sur mes débriefs et dans mes podcasts sera toujours présente. Au niveau des passes, 617 passes du côté lillois contre 492 de notre côté. Et sur ces 492 passes qui sont relativement pas... C'est pas un score très bas au niveau des passes pour l'OGC Nice, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on a des matchs où on a fait 350 passes. Sur ces 492 passes, c'est 86% de passes réussites. Donc à ce niveau-là, on voit aussi le déchet technique qu'ont pu avoir les joueurs de l'OGC Nice. Mais le pire dans tout ça, c'est que sur la précision dans la partie adverse,
c'est 69% de passes réussites. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément de ballons. On n'a pas su mettre le pressing qu'on aurait dû imposer aux Lillois pour faire des récupérations hautes dans ce match et pouvoir essayer d'affoler un petit peu cette défense lilloise qui a été sereine, organisée et qui tout simplement était impassable hier soir. Par contre, dans notre propre moitié de terrain, c'est 92% de passes réussies. Donc franchement, là, sur ça, on est toujours aussi bon. Même, je crois que c'est un des meilleurs pourcentages depuis que je fais les podcasts. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce match, très honnêtement. Donc on va passer directement à la note des joueurs. Et on va élire l'homme du match, qui ne sera pas un Niçois pour moi, parce que je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a été au-dessus du lot de l'équipe hier. Donc on va commencer par, comme d'habitude, le gardien, Walter Benitez, qui a été complètement dépassé dans sa surface. Il n'a pas su créer l'exploit. Walter Benitez, c'est zéro arrêt dans ce match. Zéro arrêt, notamment les deux buts et les deux autres tirs cadrés de Lille n'ont pas été arrêtés par Walter Benitez. Donc 4. Lotomba, ben, comme d'habitude, hein, qui ne produit rien offensivement, qui n'y arrive pas. Défensivement, ça a été catastrophique hier. Trop de déchets techniques, il se fait expulser. Lotomba, j'ai mis 2. Hein. Je ne peux pas mettre plus. J'aurais même pu mettre moins, mais je ne peux pas mettre plus. Saliba, dépassé à l'image de l'équipe aussi, un match difficile pour lui. J'ai mis 3. Todibo, c'était peut-être celui qui a été le moins mauvais défensivement. C'est peut-être celui qui a été le moins mauvais, mais après, voilà, comme pareil, comme je dis tout à l'heure, par rapport à l'image de l'équipe, il a été aussi assez dépassé, et donc j'ai mis un 4. Camara, ben, comme d'habitude, ah oui, Muntakala, mais à un moment donné, quand tes centres n'arrivent pas à destination, ne trouve pas la tête d'un joueur niçois ou ne trouve tout simplement pas un niçois, ça commence à être usant parce que c'est des occasions de jeu, c'est des occasions de but et dans un match comme on a fait hier, chaque occasion doit être dangereuse. Or, ça n'a pas été le cas sur ce match. Donc Camara, j'ai mis 4. Schneiderlin, impuissant et sans solution, ben, voilà. À l'image de Schneiderlin sur toute cette saison, hein, j'ai mis 4. La marche était encore une fois trop haute pour lui, mais notamment dans ce match. Alexis Claude Maurice qui a essayé sans plus, hein, il a essayé d'apporter un peu de vitesse, mais bon, c'était pas assez parce que voilà, tout seul il peut pas débloquer la situation quand tu vois que c'est l'équipe entière qui hier n'avait absolument pas envie de, ouais, pas d'envie, hein. Donc j'ai mis 4 pour Alexis Claude Maurice. Boudaoui, bah Boudaoui, et c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est à l'image de l'équipe, il est passé à travers le match, donc pas grand chose à dire sur Boudaoui, j'ai mis 4. Dolberg, alors sur ce match, Dolberg, une nonchalance incroyable sur ce match, inexistant. Le mec ne court pas, ne trottine pas, il marche. Mais même pas, il se donne la peine de tenter une petite accélération de temps en temps. Enfin, sur ce match, on a joué à 10 à cause de lui. Et en plus, à 9, après, une fois que le tomba s'est fait expulser. Donc, Dolberg, j'ai mis 3 parce que franchement. Mais après, c'est à l'image de l'équipe. Hein. Si l'équipe n'arrive pas à l'alimenter, n'arrive pas à le trouver, il ne peut pas toucher de ballon. Mais bon, après, on va dire que hier soir, il n'a pas mis, il a pas mis du sien non plus. Lopez, alors je vais être très simple, Lopez sur le match d'hier, qui est ce monsieur? Qui est ce joueur? Nous appartient-il vraiment? Non, il appartient à Séville, mais joue-t-il vraiment dans notre équipe? J'ai mis 2. J'ai mis 2. Lopez, c'est une catastrophe. Depuis qu'il est revenu de blessure, c'est une catastrophe. Attal, ben, pour moi, ça a été peut-être le joueur qui a été le meilleur, certainement. C'est le seul qui a réussi à exploser sur son côté, qui a permuté, comme face à Montpellier.
Donc, ouais, Atal, j'ai mis 5 parce que pour moi, je trouve que ça a été le meilleur de l'équipe. Donc, s'il y avait un homme du match à donner, enfin, un homme du côté OGC Nice, ce serait peut-être Youssef Attal. Mais pour moi, l'homme du match, ça a été Burak Yılmaz, euh, qui est monstrueux. Le garçon a 35 ans, on dirait qu'il en a 10 de moins. Et ça a été l'homme du match aussi, donné par OneFootball. Et le deuxième joueur, enfin le premier joueur niçois qui a récolté les sondages du public, ça a été William Saliba. J'ai pas trop compris, mais bon, après c'est les votants, c'est eux qui choisissent. Donc ça me paraît normal. On va passer à l'analyse d'Adrian Urcea. Donc Adrian Urcea qui a mis la même compo que face à Montpellier. Sauf que là, en fait, tu joues le futur champion de France. Tu joues la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment. Tu ne peux pas te permettre de mettre la même composition que face à Montpellier. Déjà, pour moi, Attal, je l'aurais mis à la place de Lotomba. Déjà, la semaine dernière, il n'avait pas fait un match exceptionnel. On est assez d'accord sur ça, je pense. Donc Attal, tu le laisses sur le côté droit, tu le laisses en latéral droit. Et sur l'aile droite, j'aurais mis Ndoye. Parce que Ndoye, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il propose. Il sait emmener de la vitesse, il sait s'amener le ballon proprement, il est quand même relativement technique. Je l'aurais titularisé. Alors oui, il n'a pas la dynamique peut-être pour enchaîner un match complet, mais tu peux très bien le mettre titulaire et le sortir à la 65e minute. Au moins, peut-être qu'il aurait apporté quelque chose de plus. Euh, je veux dire, c'est ça que j'ai pas compris. Et puis à un moment donné, Schneiderlin, faut arrêter avec Schneiderlin. Je pense que ça lui ferait, comme Pierre Lesmelou, ça lui ferait peut-être du bien sur un match ou deux. De toute façon, il en reste plus que trois, on n'a plus rien à jouer. Ça lui ferait du bien de se faire prendre la place par un Trouillet ou un autre milieu de terrain. Après, on n'en a pas 150 000, mais place à la jeunesse. Donc, j'ai trouvé déjà que sur la compo, la remettre la même que Montpellier, que face à Montpellier, c'était une erreur d'Adrien Urcea. Ensuite, sur les changements, il a fait des changements purement défensifs. Il fait sortir Lopez pour faire entrer Daniluk. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sachant que Lopez a fait un match dégueulasse. Donc, tu le sors. Mais moi, je l'aurais tout simplement sorti. Mais j'aurais mis Ndoye à sa place. Et j'aurais permuté. J'aurais permuté. Ensuite, il fait sortir Camara pour faire entrer Nsoki. Attal pour faire entrer Pelmar. Donc tu te retrouves avec seulement un attaquant de pointe. Et pour essayer de réorganiser un petit peu le milieu de terrain, mais c'était déjà trop tard, il fait sortir Boudaoui pour faire entrer Pierre Lesmelou. Tu es en train de perdre le match 2-0. Tu as beaucoup de mal à garder le ballon. Tu as du mal à le récupérer. PLM, c'est le joueur peut-être que j'aurais fait rentrer plus tôt dans le match. Et j'aurais fait rentrer Trouillet aussi. Mais par contre, ne me fais pas rentrer Ensoki, Pelmar et Daniluk dans un match que tu perds, où de toute façon ça ne peut pas être pire. Tente le tout pour le tout. Envoie des attaquants, envoie des milieux de terrain frais pour qu'ils puissent essayer d'organiser un petit peu la plaque tournante qui pourrait donner des ballons à Dolberg, à Ndoye. Donc j'ai trouvé Urcea, comme à l'image de l'équipe, dépassé dans ce match, sans solution, ne sachant pas quoi faire. Je pense qu'il a voulu essayer d'éviter la casse et qu'on se prenne un troisième, voire un quatrième but, ce qui aurait pu être largement possible, hein, parce qu'on rappelle le poteau de Burak Yılmaz. Il a voulu jouer sur le fait de limiter la casse, et ça ne m'a pas énormément plu. Donc, si je devais donner une note à Urcea sur ce match, ça serait 3. Et je peux pas le donner plus parce que déjà, tu pars avec un gros complexe sur la composition, tu pars avec un gros handicap. Et en plus de ça, les changements que tu fais ne sont pas là pour améliorer le collectif de l'équipe. Donc,
C'était l'analyse d'Adrien Urcer. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce que Nice aurait dû faire pour que, ben, au moins, et déjà essayer de marquer un but, essayer peut-être d'aller chercher ce match nul. Au moins pour ça, parce que gagner le match, on ne l'aurait pas gagné, c'est pas possible. Donc, tout simplement, il y avait tout à changer. Il y avait tout à changer, parce que, comme je le disais, les Lillois étaient bien trop hauts hier soir, bien trop forts pour nous. Ils ont joué un match d'exhibition avec un mauvais sparring partner. Tout, très concrètement, hein. Pour moi, c'était un match d'exhibition hier soir. Euh, Ils étaient organisés, concentrés. Chaque joueur de Lille était impliqué dans le match. Ça a été très difficile de les bouger. Ça a été très difficile de les bouger. Mais qu'est-ce que Nice aurait pu faire pour ne serait-ce que essayer d'arriver devant la surface de réparation de Mike Maignan et d'essayer de tirer? Ben, tout simplement, il aurait fallu que peut-être l'OGC Nice mette le pressing sur le porteur du ballon pour tenter de faire des récupérations un peu plus hautes sur le terrain et obliger le bloc lillois à descendre. Je pense que c'était la plus grosse chose à faire pour l'OGC Nice pour essayer de désorganiser ce bloc lillois qui était très organisé et essayer un petit peu de mettre la pression sur la défense devant les cages de McMaignan. Ça, ils l'ont fait à un moment donné, mais c'était 10 minutes dans le match, et encore, et encore. Mais surtout, qu'est-ce qu'il aurait fallu d'autre? C'est peut-être aussi de l'envie, en fait, et essayer de rentrer sur le terrain avec cette envie de finir cette saison dans les meilleures conditions possibles, parce que ça y va aussi de l'avenir pour la saison prochaine. Si on veut attirer des bons joueurs, si on finit 10e ou 11e du classement, ça sera pas pareil que si on arrive à décrocher une 8e place. Ce sera déjà mieux. Ça apportera une argumentation supplémentaire pour pouvoir faire venir un nouvel entraîneur, des bons joueurs et des joueurs d'expérience, de qualité. Et puis, d'après ce qu'a dit JPR, apparemment, le prochain entraîneur de l'OGC Nice va prôner le beau jeu et ça sera un entraîneur offensif. Alors, apparemment, c'est déjà fait. Apparemment, il saurait déjà quel entraîneur va arriver à l'OGC Nice. On attend, on attend. Mais là, je vois mal Galtier venir à l'OGC Nice, hein. Très, très concrètement, même si apparemment les négociations ont été déjà entamées, je vois mal, avec le match d'hier, Galtier venir à Nice. Hein. Je veux dire, moi je suis Galtier, je me dis, c'est quoi cette équipe? Alors oui, il va venir, il va monter son équipe. C'est lui qui va. Il aime le challenge, Galtier. On le voit, ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, il les a sortis du trou. Qualification européenne après, chaque année. Lille, c'est pareil, il est arrivé, il les a sortis du trou. Qualification européenne chaque année. Il les a stabilisés, il a permis à l'équipe d'être compétitive et surtout de titiller le PSG, Monaco, Lyon et compagnie, et surtout de s'instaurer dans le top 4 chaque année. Donc oui, Galtier aime le challenge, Galtier euh, peut relever ce challenge, et surtout qu'apparemment le projet l'intéresserait, surtout que ça le rapprocherait aussi de Marseille, sa ville natale. Donc voilà, et ça le rapprocherait de sa femme notamment, et puis comme il disait, il adore la mer, et que c'est vrai que ben, en étant à Saint-Etienne et à Lille, c'est compliqué d'avoir la mer. Donc affaire à suivre pour Galtier, et voilà pour ce que Nice aurait dû faire pour limiter un petit peu plus la casse, surtout être concentré devant le but et être impliqué sur chaque occasion. C'est ça que Nice aurait dû faire. Voilà, Miknissart, c'est la fin de ce podcast. Je vous l'avais dit, qui durerait pas très longtemps, 20 petites minutes, et je trouve que c'est déjà trop pour parler de ce que Nice a pu faire hier. Sur ce, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve le week-end prochain pour le débrief du prochain match, le podcast. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.